Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et ce soir, je reçois de la charmante compagnie, puisque j'ai Franck et Léo, une fois encore, avec moi. Bienvenue, messieurs. Essayez de deviner le sujet. Est-ce qu'on va pas parler un petit peu de baston par hasard ce soir? J'ai un peu l'impression. J'ai un peu l'impression. Alors sans plus Bagarre. attendre, vous avez lu le titre de l'épisode sur lequel vous avez cliqué, donc vous savez qu'on va parler guerre barbaresque. Et pour remettre un peu le contexte dans ce conflit extrêmement méconnu, je propose de laisser la parole à Franck. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que les barbaresques. Et à cette question, il y a une réponse qui est fort simple. C'est un peuple qui prie un dieu qui vit tout en haut de sa montagne, qui mange, qui boit, qui castagne. Un peuple qui l'a appelé Chrome, du nom. Non, alors pas tout à fait les mêmes barbares, effectivement. Je me demandais où est-ce que ça allait, je disais attends, Ouais, attends, là, des mêmes là. Voilà, donc effectivement, non mais parce que Barbarès, c'est quand même un nom qui est quand même très marqué, hein. On sent le barbare derrière, qui est un mot d'ailleurs qui est très largement dévoyé dans tous les sens à travers l'histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, qui est un mot grec à l'origine, qui veut simplement dire l'étranger, étranger, ouais. et qui va petit à petit se poser comme qualificatif de beaucoup de gens différents, dans beaucoup d'endroits différents. Des Celtes d'Anatolie, jusque à nos populations d'Afrique du Nord de cette fin du XVIIIe siècle et surtout du début du XIXe. Ces barbaresques, en réalité, ce sont tout un assemblage de tribus, clans, de pseudo-états, le tout sous l'autorité très décentralisée de l'Empire ottoman, qui est la grande puissance musulmane de l'époque moderne, de la chute de Constantinople en 1492 jusque à peu près au milieu du 19e siècle, voire pour les plus courageux jusqu'en 1913 et la première guerre balkanique. Cet empire ottoman, il s'est étendu d'abord depuis sa base centrale en Anatolie vers l'Europe des Balkans, puis vers le sud en conquérant les Mamelouks en Égypte, et il s'est étendu ensuite vers l'ouest, à la fois par la force armée et par la diplomatie, puisque les populations d'Afrique du Nord vont trouver un certain intérêt à avoir un patron turc un petit peu distant, suffisamment distant pour être laissé tranquille la plupart du temps, et suffisamment puissant pour leur filer un coup de main quand c'est nécessaire. Notamment dans ce qui est l'une des activités principales de ces petits États, en l'occurrence des deux qui vont nous intéresser pour les guerres des barbaresques, à savoir la régence de Tripoli et la régence d'Alger, c'est bien entendu la piraterie. Parce que oui, très chers auditeurs et auditrices, quand vous entendez parler de pirates, en règle générale, vous visualisez un type avec des dreads, un tricorne et une boussole magique qui fait voile à travers les Caraïbes en buvant du rhum. Mais la piraterie, c'est un phénomène qui est global, qui existe non seulement dans les Caraïbes, mais aussi dans la Méditerranée, en mer de Chine. Énormément de peuples proches de la mer qui sont livrés sous des formes diverses et variées. Et la Méditerranée donc n'en fait pas exception, hein. La piraterie est présente depuis à peu près l'existence des bateaux, en fait. De s'emparer du bien d'autrui est tout aussi faisable en mer que sur terre. Et nos États barbaresques, comme on le dit à l'époque, donc ces pirates, ces corsaires basés à Alger, à Tunis et à Tripoli, vont être relativement efficaces en fait dans leur grande campagne de piraterie. Ils s'en prennent donc principalement aux puissances chrétiennes qui occupent le nord de la Méditerranée, pas seulement pour des questions religieuses, hein, mais aussi tout simplement parce que c'est un vieil héritage de rivalité, mais pas en anglais, de rivalité politique que la religion permet d'exacerber, sur laquelle elle permet de jouer. Les pirates en question, ces pirates des barbaresques, ils ont une activité entre les autres,
qui n'est pas seulement le vol de biens, mais qui est surtout le rapt de gens. En effet, ils se sont fait une réputation et une spécialité de faire du kidnapping. D'abord dans des pillages côtiers, dans ce qu'on a appelé la traite des Blancs, Ouais. puisque ils vont chercher à ce moment-là à kidnapper des femmes dans le sud de la France, le long des côtes espagnoles et italiennes, pour les revendre à de riches propriétaires en Afrique du Nord, en Égypte, voire en Anatolie, pour leur harem en tant que concubine. Mais ceci va très largement se développer. La guerre de course et tous ses effets vont faire qu'il va y avoir beaucoup de prisonniers en mer sur les bâtiments. Et il va se développer également tout un commerce sur les marins, ces prisonniers, qui servent en règle générale, qui sont transformés soit en rameurs pour les galères, soit qui vont servir d'esclaves de manière plus large auprès des propriétaires, que ce soit pour des travaux agricoles, pour des travaux de mines, etc. Et certains aussi en tant que monnaie d'échange, qu'elle soit diplomatique ou financière. En France, l'ordre des Mathurins va même se spécialiser dans la rançon de ces marins chrétiens mis en esclavage par ces fameux barbares, avec une efficacité toute relative. Ces individus, donc ces pirates, vont même développer des stratégies gagnantes pour eux, proches d'ailleurs de certaines utilisées par nos amis les Scandinaves durant l'ère viking, à savoir de faire payer les États pour leur éviter d'être attaqués. Basiquement, c'est du chantage. Ce n'est ni plus ni moins que la même méthode qu'utilisent les mafias. C'est payez-nous pour qu'on vous fasse pas de mal. Le fait est que ces pirates sont tellement offensifs et tellement présents en Méditerranée qu'un certain nombre d'États vont préférer payer plutôt que d'avoir à affronter la guerre de course, en sachant que, en règle générale, il y a tout un tas d'allers-retours entre l'État accepte de payer, puis les pirates montent leur prix, donc l'État refuse de payer, donc de nouveau guerre de course. Donc l'État se retrouve avec des bâtiments pillés, des marins prisonniers, etc. Et donc l'État se met de nouveau à payer. Bref, les mécaniques aujourd'hui on pourrait qualifier de mafieuses, qui fonctionnent relativement bien pour ces pirates. Cependant, un petit détail va venir, un petit grain de sable va venir enrayer ce joyeux mécanisme, notamment qui s'appelle Rio, les États-Unis d'Amérique. Hey, America. En effet, les États-Unis d'Amérique, après leur guerre d'indépendance, ne sont plus couverts par les traités qui lient notamment les régences d'Alger, de Tripoli et Londres. Et donc, les pirates vont se mettre à attaquer les Américains en exigeant des Américains exactement la même chose qu'ils exigent des Européens. Dans un premier temps, les Américains ont exactement les mêmes réactions que les Européens. D'abord, on refuse de payer, puis finalement, on accepte avec un montant déjà assez exorbitant, et puis les pirates décident d'augmenter un peu la mise, en disant que l'affaire est trop bonne, sauf que les Américains décident que finalement, non seulement ils n'ont plus envie de payer, mais en fait, ils vont aller coller une dérouillée à ces pirates qui commencent à gentiment menacer leur commerce en Méditerranée. Bon, alors vous allez me dire, les pirates font ça depuis des siècles, rien de nouveau sous le soleil. La petite différence, c'est que les Américains, à ce moment-là, non seulement ils vont pouvoir y aller franco, tous leurs adversaires de proximité sont occupés, les Anglais étant en prise avec un certain Napoléon, tout comme tout le reste de l'Europe d'ailleurs, fait que les Américains ont un petit peu le champ libre pour agir.
Et ils vont se décider à aller gentiment tabasser nos amis les pirates. Et contrairement à d'habitude, ça va très 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 mal se passer pour nos amis les pirates, qui vont en fait ils La vont gueule. se faire gentiment laver. Et en fait la situation va même se détériorer très vite pour eux. Que non seulement les Américains vont écraser d'abord la régence de Tripoli, puis la régence d'Alger, mais en fait cette victoire des Américains va entraîner, suite notamment au congrès de Vienne et à la paix générale qu'il apporte en Europe, va entraîner, enfin paix générale, c'est un bien grand mot, mais à la paix, on va dire plus ou moins générale qui est apportée en Europe, va permettre aux Européens de se coaliser contre ces pirates. Et un troisième conflit, notamment mené principalement par les Anglais et les Néerlandais en 1816, finira d'écraser la traite et la piraterie dans la région. Alors elle continuera quand même un petit peu en arrière-plan, mais jamais sur des proportions où elle était auparavant. Et elle sera bien entendu finalement écrasée définitivement après la conquête d'Alger par la France en 1830, bien que ce ne soit pas sous ce prétexte-là que la France interviendra à Alger. Alors là on a parlé pendant un petit instant quand même de piraterie. Mais bien entendu, les régences de Tripoli et d'Alger, c'est un petit peu plus que ça. Si la piraterie est la cause du conflit que nous allons évoquer aujourd'hui, il faut quand même rappeler que les sociétés qui composent ces ensembles, elles sont très variées. Déjà, parce que contrairement aux États européens de la même période, elles sont très très peu centralisées. La régence d'Alger, par exemple, ne dispose réellement de son pouvoir que sur la bande côtière autour de la ville d'Alger et très très peu sur l'intérieur des terres, même si officiellement de nombreux chefs et clans lui sont rattachés. Cette autorité n'est en réalité que très faible. Alors il y a des documents qui montrent que même la fiscalité semble entre guillemets relativement légère dans ces régions, avec une imposition qui est entre 5 et 10 fois moins importante, par exemple, pour un individu de l'arrière-pays algérois par rapport à un Français. Il pourrait laisser sous-entendre que, basiquement, la régence d'Alger ou la régence de Tripoli seraient des paradis fiscaux. Hein. En réalité, c'est pas vraiment le cas. C'est surtout que les autorités ultra-locales, les clans, les tribus et les différents chefs récupèrent les impôts et n'en remettent qu'une toute petite partie à l'autorité d'Alger. Et elle-même en remet encore moins à Constantinople et aux autorités ottomanes. Donc ça veut pas dire que ces États sont, quand on dit qu'ils sont décentralisés ou ils ont une faible force, ça veut pas dire que l'intérieur des terres est d'un seul coup un paradis libertarien ou que sais-je. Attention, on est sur des sociétés qui sont quand même tout autant imposées que les autres, où les individus sont tout autant dans des carcans politiques, culturels ou religieux que les autres, et où ils vont se développer des rivalités locales qui d'ailleurs entraînent bien souvent l'instabilité dans ces États, comme ça sera le cas dans la régence de Tripoli. En effet, on y reviendra peut-être, Léo va nous parler de cet événement en particulier, mais voilà, il y a des instabilités internes, des conflits parfois fratricides qui vont déchirer ces communautés et les affaiblir. D'autant que, contrairement à d'autres États, ils sont très peu peuplés. Les estimations, par exemple pour la régence d'Alger, sur le début du 19e siècle, font éteindre entre 1 et 2 millions d'individus. Ce qui est en comparaison, par exemple, d'une France qui à cette époque, alors là, dites-moi si je dis des bêtises, je me rappelle plus le chiffre exact. De mémoire, on est sur quelque chose comme 20 millions d'individus au début du 19e siècle, après les guerres napoléoniennes. Hop, 1815. Hop, qu'on ait un chiffre à peu près exact. Non, pardon. On ne devait pas te faire confiance alors 1815, c'est 30 millions d'habitants. Donc l'écart est encore plus écrasant. Donc ouais, il y a un écart de population qui est massif. Accessoirement, ce sont des régions méditerranéennes
particulièrement désertique dans certains endroits, ce qui fait que l'agriculture y est relativement faible, même si sur les plateaux de l'Algérie, on va trouver dans certaines des vallées, on va se retrouver dans dans certaines des régions des grandes opérations agricoles qui d'ailleurs exportent en partie. Hein. Alors, ce sera pas le sujet de cette vidéo. Peut-être qu'on fera un jour un sujet de la guerre sur l'Algérie, la colonisation, la première guerre de conquête, etc. Mais ça fait partie aussi des choses qui entreront en jeu dans les choix d'attaque de tel ou tel État. Il y a un petit peu d'agriculture, il y a un petit peu d'export, mais celui-ci reste relativement faible. Et de plus, alors que les Anglais se sont déjà lancés dans l'industrialisation, en Belgique, en Allemagne, c'est pas encore la Belgique, les Pays-Bas encore, à ce moment-là, mais dans les États allemands, dans le nord de la France, commencent à réfléchir à l'industrialisation. On va plutôt être, par exemple, à Oran ou à Constantine, dans des sociétés beaucoup plus artisanales, qui auront du mal, en fait, à combattre l'industrialisation par la suite. Si on ajoute tous ces éléments les uns à côté des autres, la décentralisation, les luttes d'influence interne, une économie basée sur de l'artisanat local, sur une agriculture quand même assez faible, et en plus de ça, sur énormément la piraterie, on y revient, qui est un énorme apport économique, et malheureusement, le jour où la piraterie s'arrête, ça va mécaniquement créer énormément de soucis ces États-là. Donc voilà, j'espère avoir brossé un petit portrait rapide de la situation dans ces États barbaresques à l'époque, qui sont qui sont en vrai passionnants parce qu'il y a énormément de petits détails, il y a plein de clans différents. On n'a pas évoqué les conflits entre des chefs arabes, des populations kabyles, l'influence plus ou moins présente de certains ottomans, des janissaires, mais aussi des populations de juifs, des populations juives, notamment à Alger ou à Oran, venues d'Espagne après la Reconquista, se sont placés en intermédiaires privilégiés entre les chrétiens et les musulmans. On n'a pas parlé de tout un tas de convertis qui sont devenus de fameux corsaires, etc. Mais on n'a pas déjà le temps de parler de tout, malheureusement. Nous ne sommes pas dans une vidéo de On te regarde le hors-série sur la guerre de sécession. Mais voilà, il y a beaucoup de... En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de points à soulever. Retenez, voilà, principalement que on a affaire à des États peu décentralisés. Il y a 3 grands pôles de piraterie pour ces fameux barbaresques que sont Alger, Tunis et Tripoli, plus plein d'autres petits détails autour, mais c'est 3 grands pôles. Eux, ils vont finir par donc affronter, par affronter plus fort qu'eux, par embêter plus dangereux qu'eux, parce que l'effondrement de la piraterie dans la région ne pourra pas être compensé par une industrie naissante ou par un État centralisé fort, qui fera de ces régions des proies entre guillemets faciles pour des États européens en pleine expansion et à la recherche pour certains d'un renouveau de prestige dans la conquête de territoire. Merci beaucoup Franck pour ce portrait dressé des mondes barbaresques. Et c'est vrai que c'est tout un univers auquel on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté. C'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Et savoir que il y a eu un conflit entre justement ces barbaresques que dans l'imaginaire collectif, je trouve, moi je le place toujours en mode voilà, c'est 16e, 17e. Mais là, paf, de les voir affronter les États-Unis d'Amérique, c'est à la fois étrange et en même temps très, très fascinant. Donc merci beaucoup à toi de nous avoir dressé ce portrait. Il y a une petite raison. Après, il y a des raisons aussi historiques. Il y a des raisons. Alors, il y a des raisons politiques au fait que certains États ne veulent pas mettre en avant le fait qu'une bonne partie de leur histoire est aussi une histoire de piraterie, de rapt, d'esclavage, etc. Parce que au 21e siècle, c'est pas top. Et ça va pas toujours avec le discours politique de nous avons toujours été des victimes. Des fois c'est la réalité qui est souvent en nuance de gris et plus difficile à manipuler pour des politiciens quels qu'ils soient d'ailleurs qui ont tendance à vouloir faire des gentils et des méchants.
Et accessoirement, il y a aussi un gros problème de sources historiques, notamment sur la région de Tripoli, donc qui est aujourd'hui la Libye, hein, pour ceux qui... Je parle de Tripoli depuis tout à l'heure, peut-être des gens qui ne savent pas que c'est en Libye. La problématique, c'est que pendant plusieurs siècles, en fait, on a très peu de sources historiques, c'est-à-dire de textes sur la Libye, et qu'elles n'existent en fait quasiment pas dans les textes, notamment en plus à l'intérieur des terres, là où on va avoir plutôt des populations touaregs, où on va voir des populations bédouines, où on va avoir pas bédouines, je confonds, des populations nomades, c'est le terme. Voilà, parce que c'est pas forcément des populations qui utilisent massivement l'écrit, pour des raisons d'ailleurs tout à fait évidentes. Quand on se déplace en permanence, c'est plus compliqué d'entretenir des bibliothèques entières et de les déplacer avec soi. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a des creux aussi historiques réels sur ces régions-là, où malheureusement on ne saura peut-être jamais un certain nombre de choses, tout simplement parce qu'on n'a pas les sources. Bah, encore une fois, du coup, merci pour ton intervention. Et si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.